10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, il est 12h30 tout pile et notre grand entretien de ce midi porte sur cette question qui touche directement à la souveraineté de notre démocratie. La Russie peut-elle voler l'élection présidentielle ? Depuis une semaine, 3 figures de la présidentielle 2027 sont ciblées par des opérations de désinformation attribuées à des réseaux pro-russes. Gabriel Glucksmann a été attaqué avec un faux reportage qui copiait le média Blast, une vidéo complètement truquée avec Léa Salamé et Edoui Plenel. Les services de l'État ont confirmé, c'est un groupe lié au renseignement militaire russe. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Gabriel Attal a aussi été visé, des fausses vidéos ont circulé sur X et TikTok. Elles imitaient Le Monde ou l'AFP et disaient qu'il avait Parkinson ou que son père était mort d'une overdose. Les autorités ont également pointé un autre réseau russe. Édouard Philippe a également été attaqué sur sa santé. La campagne de 2027 sera marquée par des ingérences massives, alerte Raphaël Glucksmann. La Russie veut voler l'élection aux Français, insiste Gabriel Attal. Alors mettons les pieds dans le plat. Ces opérations constituent-elles une menace concrète pour le scrutin ou un bruit de fond que l'on dramatise ? Est-ce que l'on surestime le poids de ces ingérences ? Car derrière ces affaires, c'est aussi la capacité de la France à garder le sang-froid, son sang-froid face aux tentatives de manipulation qui est en jeu. Et pour en parler, nous recevons Noëlle Lenoir, juriste, ancienne ministre des Affaires européennes et ancienne membre du Conseil constitutionnel. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour Noémie. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis une semaine, vous avez Glucksmann, Attal, Philippe, donc 3 figures de cette présidentielle qui sont ciblées par des opérations russes. Est-ce que ça révèle une stratégie de Moscou qui veut s'insérer dans cette campagne à 8 mois de la présidentielle ? Alors d'abord, je voudrais dire d'entrée de jeu que je n'ai aucune complaisance vis-à-vis du régime de Poutine, puisque lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères et européennes au ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle maintenant ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'étais presque la seule à ne pas être pro-Poutine, puisqu'il y avait un lien très étroit entre le président Chirac et Vladimir Poutine, et pratiquement l'ensemble des ambassadeurs, qui étaient d'ailleurs très fidèles jusqu'à tout récemment sur les chaînes Russia Today en France, étaient très pro-Poutine. Donc je n'ai aucune complaisance, et je connais assez bien ce pays, puisque je parlais russe, et que j'ai une certaine filiation russe dans mes ancêtres. Je parlais russe, j'ai Yazabulevsio, j'ai tout oublié, mais je connais assez bien ce pays, où j'ai voyagé assez fréquemment. Donc je n'ai aucune complaisance. Alors ce que j'observe à l'heure actuelle, bon, première observation, il y a toujours eu des ingérences étrangères avant même l'Internet dans des pays, puisqu'il y a des intérêts étrangers à défendre via des diasporas, mais aussi via des fausses informations ou des informations tendancieuses. Et je pense que la France a peut-être aussi, sans preuve, j'en ai pas, mais a peut-être aussi utilisé ces pratiques. Donc ça a toujours existé, mais c'est vrai que ça prend une dimension avec les plateformes qui est un peu différente. Alors là, mon observation, c'est que on ne parle que des ingérences étrangères de la Russie. Vous avez 3 candidats aux élections présidentielles, en gros du bloc central, socialiste, plutôt social-démocrate, Monsieur Philippe qui est Horizon, plutôt centre-gauche, centre-droit, et Monsieur Attal qui est Renaissance, c'est-à-dire le bloc central au pouvoir actuellement. Et tous 3 s'inscrivent en faux contre les manipulations qui hypothéqueraient, selon eux, leur élection. Donc ils sont directement intéressés, mais ce que j'observe, c'est que ces ingérences, d'après ce que je comprends et d'après ce que j'ai regardé sur le fil, tous ces sites ne sont pas très regardés. Donc il y a quand même une tentative de la part de ces 3 candidats, qui peut-être ne seront pas au second tour, peut-être seront au second tour, d'instrumentaliser d'un point de vue politique, du point de vue de leur positionnement politique, les ingérences de la Russie. S'ajoute à cela l'expulsion de Madame Ksenia Fedorova dans des conditions absolument inusitées, puisque cette jeune femme n'a jamais été camouflée, dissimulée, parce que l'ingérence étrangère, en général, c'est dissimulé, comme ces sites, ces faux sites, ces fake news. Madame Fedorova, qu'on a accusée d'ingérence étrangère, elle est russe. Elle est l'ancienne dirigeante de Russia Today qui a été interdite au niveau européen après l'invasion guerrière de la Russie en Ukraine. Elle n'a jamais caché qu'elle était pro-Russie et elle l'affiche
C'est-à-dire que c'est pas une ingérence au sens strict du terme, c'est quelque chose d'insidieux, de camouflé. Et soi-disant, elle porte atteinte gravement à l'ordre public français, alors que la majorité de l'opinion française, avec ou sans Madame Fedorova, est contre l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Donc tout ça ne tient pas. Il y a une focalisation sur la Russie qui me paraît, je dirais, un peu malsaine. Parce que les ingérences étrangères, il y en a d'autres, et d'autres bien plus efficaces que celle-là. Oui, on va revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder avec les autres pays. Mais lorsque, par exemple, Raphaël Glucksmann parle d'ingérence massive pour ces élections présidentielles, lorsque Gabriel Attal parle de voler l'élection, est-ce que vous trouvez que ces formules correspondent à une réalité, à des opérations qui sont détectées, ou est-ce qu'il y a une part d'exagération ? Alors, je pense que ces candidats, évidemment, regardent la carte politique française avec une montée en puissance du Rassemblement national et une montée en puissance du vote protestataire contre la gouvernance actuelle. Ça, c'est clair. Alors, la solution en 2024, ça a été pour Monsieur Attal d'appeler à voter plutôt pour LFI, pour éloigner le Rassemblement national, qui avait de fortes chances d'avoir davantage d'élus. Et maintenant, évidemment, c'est la focalisation. Mais je dirais qu'à cet égard, la France n'échappe pas au syndrome d'autres pays qui sont aussi, entre guillemets, mis en danger par l'arrivée au pouvoir de partis politiques souverainistes. C'est la même ancienne et la même instrumentalisation, d'une certaine façon, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, où Monsieur Nigel Farage, qui est un peu comparable à Madame Le Pen, risque fort de devenir majoritaire. Son parti est lui Premier ministre britannique. C'est la même chose également en Espagne. Donc en réalité, tout ceci s'inscrit dans une bataille électorale qui ne clarifie pas les choses, car je pense que l'opinion publique française, elle est beaucoup moins manipulée qu'on ne le pense. Et ces efforts de manipulation, dans un sens ou dans un autre, risquent de se retourner contre ceux qui pensent qu'ils vont bénéficier d'une mise en accusation d'un seul pays qui pratique des ingérences étrangères, mais d'un seul pays qui est la Russie. C'est ça, et c'est la question aussi de l'efficacité de ces campagnes. Alors plutôt de ces campagnes russes, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent faire basculer l'élection ? Elles peuvent peut-être changer l'opinion française, ou est-ce qu'il s'agit simplement de créer un peu de suspicion, à polariser le débat ? De quelle ampleur, en fait, on peut mesurer l'efficacité de ces campagnes qui sont menées par la Russie ? Alors, je voudrais parler à cet égard d'un sujet qui est mal connu, qui est la création de Viginium. C'est un service du secrétariat général de la Défense nationale et de la sécurité, et qui regarde en permanence toutes les plateformes et autres, et qui dénonce dans ses rapports annuels les ingérences étrangères. Alors, ce qui est très curieux, ça a été créé en 2021, donc c'est un outil du ministère de la Défense. Alors, ce qui est très curieux, j'ai regardé récemment, parce que je suis très très préoccupée par les atteintes étatiques à la liberté d'expression en France, qui me paraissent quand même être une évolution très préoccupante. J'ai regardé ces rapports. Et j'ai regardé le rapport du Parlement, de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. Alors, dans le rapport parlementaire, on souligne comme ingérence majeure l'Algérie et la Turquie, et notamment la Turquie, qui anime à peu près 350 mosquées avec des imams qui sont des fonctionnaires turcs et qui vraiment appellent à voter dans un certain sens. Et la Turquie n'est pas du tout mentionnée dans les rapports de Viginium, ce qui est très curieux. Les pays qui sont mentionnés, c'est la Russie et Israël. Alors que Israël soit contre LFI, ce qui est indiqué dans le rapport, ça me paraît pas complètement absurde. Et c'est vrai aussi de la majorité des Français juifs qui ont très peur de LFI, qui appellent à la violence parfois, et qui est, comme l'a reconnu une juridiction en France, passionnément antisémite. Donc on n'a pas besoin de Viginium pour penser que Israël n'est pas très favorable à LFI, notamment à Free Palestine, qui serait rayé de la carte les 10 millions de juifs qui résident en Israël. Et par conséquent, c'est vraiment pas une nouvelle. En revanche, ce qui est quand même inquiétant, et je pense que ça peut être malheureusement contre-productif, c'est qu'à partir du moment
où ni la Turquie ni l'Algérie, en dépit des déclarations expresses de M. Tebboune, qui souhaite que la diaspora ne se laisse pas séduire par le Rassemblement national, qui est quand même une ingérence étrangère, je crains que ça ne se retourne contre Viginum, parce que on va constater qu'il y a 2 poids 2 mesures. On se focalise sur la Russie, mais on ne dit rien de la Turquie ou de l'Algérie. Et par conséquent, c'est très défavorable à la démocratie qu'un service de l'État, qui est censé être impartial, soit mis en doute dans son impartialité. Et je suis inquiète de voir que ça va peut-être conduire de manière paradoxale une partie de l'opinion publique à mettre en cause l'impartialité de ce système Viginium, qui est censé au contraire défendre les intérêts nationaux, et il pourrait être accusé de défendre plutôt une certaine mouvance politique au lieu de défendre les intérêts nationaux contre les ingérences étrangères. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave, parce que la confiance dans les institutions publiques légitimes, issues de l'élection, c'est le b.a.-ba de la démocratie. C'est exactement la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça risque pas de fragiliser la confiance que les Français ont en leurs institutions, ce qui est effectivement beaucoup plus grave, parce que ça voudrait dire aussi que peut-être qu'ensuite, lorsque les résultats tomberont, il y aura une forme d'illégitimité, quels que soient les résultats. Il y aura un soupçon d'illégitimité qui risque effectivement de mettre en danger notre vie démocratique. Noël Lenoir, on revient dans un instant pour continuer cet entretien, ce grand entretien avec vous. On vous posera cette question d'ailleurs, parce que vous avez siégé vous-même au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'en cas d'ingérence russe avérée, le Conseil puisse invalider les résultats de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est une possibilité? On en parle tout de suite sur Sud Radio. On vous posera cette question. Vous nous répondrez. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Il est 12h44, toujours sur Sud Radio, et nous poursuivons ce grand entretien avec Noël Lenoir, juriste, ancienne ministre des Affaires étrangères et surtout ancienne membre du Conseil constitutionnel. Et justement, c'est cette expertise sur laquelle nous allons la questionner tout de suite. Le Conseil pourrait-il invalider les résultats de l'élection présidentielle en cas d'ingérence russe massive? C'est la question que je voulais vous poser, Madame Lenoir. Alors, c'est une très bonne question. Parce que, moi, je ne veux pas du tout mettre en accusation le Conseil constitutionnel, qui est une institution éminente, et j'ose espérer, en tous les cas, je pense que ils sont peut-être orientés un petit peu idéologiquement, mais impartiaux. En revanche, il y a un précédent en Europe, qui est celui de la Roumanie, puisque en Roumanie, c'est un candidat qui n'était pas très connu avant de se lancer dans la bataille électorale, qui était un candidat souverainiste, non pro-européen, qui a été largement élu. Et il y a eu un recours devant la Cour constitutionnelle roumaine. Et la Cour constitutionnelle roumaine a relevé sans autre précision, d'ailleurs, qu'il y avait des ingérences étrangères massives et a annulé, a invalidé l'élection. Et c'est un autre candidat, plus proche de l'Union européenne, qui a été élu. Il y a aussi l'exemple de la Hongrie, où M. Orban, qui était peut-être pas un grand démocrate, mais enfin qui n'était pas, surtout, c'est ce qui lui était reproché, un grand pro-européen, et il était pro-russe, eh bien M. Orban a fait l'objet d'une campagne incessante de l'Union européenne, à telle enseigne que c'est son successeur qui a été élu et qui bénéficie bien que tant dans le même parti, et qui bénéficie de nouveau des aides européennes, et personne n'en parle dans les médias, mais ce nouveau Premier ministre hongrois a des pratiques tout à fait anti-libérales, et peut-être plus encore illibérales que celles de son prédécesseur. Pour ce qui est des magistrats, des fonctionnaires, etc., il se livre quand même à une politique qui est de lessiver complètement les cadres de l'ancien régime de M. Orban. Et par conséquent, aujourd'hui, les batailles électorales, qui sont presque le moment principal d'expression démocratique de l'opinion publique, c'est très difficile d'influencer un gouvernement lorsqu'il est en place, surtout avec les moyens de propagande qu'ont chaque gouvernement, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs. C'est très difficile, donc le seul moment véritablement démocratique, c'est l'élection. D'où cet enjeu fondamental. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait prendre prétexte des ingérences étrangères
pour annuler l'élection. Je dis qu'avec le projet de loi dont on va peut-être parler, qui a été déposé par monsieur Nunes un peu en catimini le 26 juillet au Sénat, il y a parmi les motifs d'ingérence étrangère un fondement juridique qui est mentionné, c'est l'atteinte aux intérêts de la nation. C'est-à-dire, ça veut rien dire du tout. C'est très large et c'est très vague. Et par conséquent, le Conseil constitutionnel pourrait dire, Viginium m'a signalé des ingérences de la Russie. Je prends acte de ces ingérences de la Russie. Ce sont les seules qui m'ont été signalées par Viginium. Et donc, il y a ingérence étrangère. L'intervalle, enfin, si vous voulez, le différentiel de voix est suffisamment faible pour que si évidemment le parti élu recueille 60% des voix, le Conseil constitutionnel ne sera pas en mesure d'annuler, compte tenu de sa jurisprudence. Il faut que l'écart de voix soit très faible. Donc c'est une possibilité. C'est une possibilité théorique, mais je n'y crois pas parce que j'ai foi encore, ou je veux avoir foi avec un grand volontarisme dans les institutions de mon pays. Mais c'est un risque qui a été matérialisé en Roumanie, et j'ose espérer que la France n'est pas la Roumanie, bien que j'aime beaucoup la Roumanie, mais au moins de ce point de vue-là. Et vous venez d'évoquer ce rapport de Laurent Nunez, et vous exprimiez certaines critiques. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est un projet de loi. Ce projet de loi, oui. Qui a été déposé le 26 juillet, et curieusement, personne n'en a parlé. Pourquoi ? Oui. Parce que je pense que le fait qu'il ait été déposé pendant les vacances, au cœur des vacances, n'est pas totalement, puisque le gouvernement n'en a pas fait la publicité, véritablement, je crois que il est normal que les médias ne l'aient pas relayé. Deuxièmement, vous aurez observé que depuis quelque temps, il n'y a plus que des textes en procédure accélérée, qui est quand même une atteinte au droit du Parlement. Puisque normalement, un texte, et surtout un texte aussi important que celui qui aura un impact sur l'élection la plus importante en France, qui est l'élection présidentielle, vous aurez observé que normalement il y a 2 lectures, c'est-à-dire ça passe 2 fois à l'Assemblée, 2 fois au Sénat, et ensuite, en cas de désaccord entre les 2 assemblées, il y a une commission mixte paritaire qui essaye ou qui établit un texte commun qui doit être voté dans les mêmes termes par chacune des 2 chambres. Là, vous n'aurez qu'une lecture. C'est-à-dire que, à l'évidence, c'est fait pour influencer les élections de 2027. Et alors que la justice crie et lance des SOS parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens, on crée une possibilité de référé, c'est-à-dire de recours en urgence de toute personne qui a intérêt à agir, ou du parquet, pour dénoncer des ingérences étrangères, c'est-à-dire pour faire retirer des contenus des plateformes, voire même interdire ou suspendre ces plateformes pendant un certain temps avant les élections. Or, je rappelle que pendant la crise du Covid, il y a eu, je crois, 1500 référés, enfin des centaines de référés devant le Conseil d'État contre les masques, pour les masques, parce qu'on interdisait ceci, parce qu'on permettait cela. Et là, vous allez avoir un afflux de référés, c'est-à-dire qu'on va complètement brouiller la campagne électorale. Et ce qui est indiqué, c'est que l'ingérence étrangère, qui est dénoncée, prendra la forme soit d'une information artificielle, donc je voudrais savoir ce que c'est qu'une information artificielle, ou automatisée. C'est-à-dire une information automatisée, c'est 100% aujourd'hui des informations. Enfin, c'est très rare. On pense à ces fameux bots russes, vous savez, qui reproduisent des informations à la chaîne, et en fait, effectivement, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, alors à ce moment-là, et c'est de la technologie. Alors, en fait, je pose la question. À développer, à répéter des informations, des intox souvent, pour manipuler l'opinion publique. Oui, d'accord. Alors donc, vous accréditez ce que je pense. C'est-à-dire, ça vise la Russie, pratiquement uniquement. Cela dit, les Iraniens sont très forts aussi pour ce genre de cyber-propagande, les Turcs également, mais comme par hasard, c'est uniquement la Russie. Vous voyez une sorte de 2 poids 2 mesures, disons les choses, vous voyez une 2 poids 2 mesures avec les influences étrangères des autres pays qui Bien sont sûr. assez importantes chez nous. Je pense à la Turquie. L'Algérie, la Turquie, etc. Alors, la Turquie, il y a eu des déclarations. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris,
En juin 2024, j'ai pas mal suivi ce pays pendant quelque temps, et d'ailleurs je l'ai payé assez fortement, pendant que, avec l'aide de certains organes de presse comme le vôtre... Racontez-nous ce qui vous est arrivé, quelle menace vous avez subi pour votre engagement. J'ai eu des menaces de mort, et j'ai eu une enquête antiterroriste, j'ai été poursuivi par la diaspora algérienne en France, des associations qui sont sorties de nulle part, j'ai eu des pétitions dans l'humanité, etc. Et donc, je l'ai payé pour avoir fait un lapsus en parlant des OQTF, qui sont 6000 mis en liberté des centres de rétention administrative, et qui, s'ils sortent des centres de rétention administrative, c'est-à-dire s'ils y ont été retenus, c'est qu'ils présentent un danger très sérieux pour l'ordre public, puisqu'il y a à peine 1700 ou 2000 places dans les centres de rétention administrative sur un nombre d'OQTF beaucoup plus élevé. Passons sur cet épisode, mais je pense qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est vraiment en danger. Est-ce qu'on a besoin de ces référés? Est-ce que l'opinion publique n'est pas suffisamment responsable pour savoir qu'il y a beaucoup de fake news? Par exemple, quand on dit que Israël est un État génocidaire, c'est typiquement une fake news. Ça n'a jamais été décidé par aucune juridiction, ni nationale ni internationale. C'est décidé dans la tête des pro-palestiniens. Et c'est un instrument de propagande qui d'ailleurs est beaucoup plus dangereux que les trolls russes ou les trolls turcs ou iraniens, parce qu'on appelle au meurtre dans certaines manifestations. Et moi, je pense que si on fait de la restriction de la liberté d'expression une variable d'ajustement pour éviter certains résultats électoraux, je pense que ça peut conduire la société française à des fractures très graves. C'est ça qui est intéressant, et à un clivage encore plus important qu'il ne l'est, et il est déjà extrêmement important aujourd'hui. Donc moi j'en appelle au pouvoir public français pour essayer de modérer un tout petit peu leur espèce de dynamique pour encadrer les réseaux sociaux, pour encadrer il y aura toujours des fake news. Il y en a eu dans le monde en permanence sur les Khmers rouges. Il faut faire confiance finalement à l'opinion publique. Il faut faire confiance au bon sens populaire, comme on dit, pour déterminer, pour pouvoir faire en sorte de distinguer le bon grain de livret, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir cette capacité critique qui permet de déterminer ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, et en tout cas éviter de restreindre, de mettre des bâtons dans les roues de la liberté d'expression. Ce que j'aimerais savoir, c'est parce que vous avez une grande expérience politique, vous avez une grande expérience de la vie publique, donc vous êtes une observatrice qui peut avoir du recul sur les choses. Est-ce que vous voyez quand même qu'il y a eu un changement depuis 20, 30 ans sur cette question de la liberté d'expression? Vous la voyez reculer très concrètement, rapidement? Je la vois reculer. Ce que je voulais dire, c'est que, bien entendu, les moyens de propagande sont très importants. Mais enfin, dans l'Allemagne nazie, il n'y avait pas besoin de plateforme pour fanatiser la plus grande part de la population allemande. Monsieur Goebbels a une formule qui s'applique, qui dit que plus le mensonge est important, et plus il est répété, plus il est efficace. Donc, il y a des mensonges. Il y a eu des mensonges sur l'Union soviétique. Le journaliste du New York Times, qui, au moment de Staline, chantait les louanges, etc. Il y a toujours des mensonges. Mais ce que je crains, c'est que, entre la sanction de l'abus de la liberté d'expression, par exemple, appeler au meurtre, être antisémite, appeler à violenter des juifs, appeler au racisme, etc. Il y a la notion d'abus de droit. Ici, on va plus loin. C'est-à-dire que on interdit, on veut interdire plus globalement une plateforme parce qu'il y a eu des informations
qui n'auraient pas dû être. Et c'est donc, pour moi disproportionné par rapport à la notion d'abus de droit qui doit être caractérisée. Il faut défendre la liberté d'expression. Merci beaucoup Noël Lenoir, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes juriste, ancienne ministre des Affaires européennes et ancienne membre du Conseil constitutionnel. On comprend que les tentatives d'ingérence russe sont documentaires et savoir si elles représentent une menace majeure pour 2027. Merci encore d'avoir été notre invité. Il est bientôt 13h sur Sud Radio. Merci à l'équipe qui m'a accompagné cette semaine. Albin Texera, Clément Barguin, Joseph Ruiz à la programmation, Aude Saint-Hilaire à la téléphonie, Marie Le Gall et Julien Delmas à la réalisation. Merci à vous tous. Et la semaine prochaine, vous retrouverez le journaliste Anthony Martin-Smith à la commande de la tranche des débats de l'été 10h-13h. Et dans un instant, Jacques Pessis avec son invité Didier Descoings. Passez un excellent après-midi sur Sud Radio.